Bonjour à tous. Au sein du gouvernement, il est l'un des rares à avoir fait ses armes dans le monde de l'entreprise. Ancien député-maire de Ris-Orangis dans l'Essonne, il est depuis l'an dernier le secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État et de la simplification. Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Alors l'an dernier, vous avez annoncé 2 trains de mesures de simplification pour les entreprises, mais aussi pour les Français dans leur vie quotidienne. Des mesures qui ont été globalement plutôt applaudies au moment de leurs annonces. Mais quand on rencontre des chefs d'entreprise, on sent qu'ils ont encore du mal à en mesurer les effets concrets. Il faut être patient, ça prend beaucoup de temps ce genre de changement. Alors, si on regarde ce qui se passe à l'étranger, pays qui ont commencé il y a à peu près une dizaine d'années, la simplification, quand nous l'avons commencé il y a 1 an, voilà, il faut 10-15 ans pour que ce soit vraiment massif. Donc certaines mesures sont déjà en place. Les 3/4 de celles que nous avons annoncées sont déjà à l'œuvre et effective pour les entreprises, mais ça n'est que le premier train d'un très gros paquet de mesures. Alors il en est une qui résume assez bien votre approche, c'est ce qu'on appelle « silence vaut accord ». Ça veut dire, aujourd'hui, un particulier se tourne vers l'administration pour demander une autorisation. Si l'administration ne répond pas, ça veut dire qu'il a le droit de faire ce qu'il envisage de faire. Il se dit que cette mesure-là entraîne pas mal de cafouillage. Alors, d'abord, c'est une évolution. On peut dire ça ? Oui, le cafouillage, oui. C'est une mesure qui n'est pas forcément extrêmement simple d'application. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3500 démarches d'autorisation que les Français, particuliers ou entreprises, peuvent faire en direction de l'administration. Premièrement, là-dedans, il y en a 1800 qui ne peuvent pas rentrer dans la règle du silence, donc pas de réponse, vaut accord, pour des raisons internationales, pour des raisons de sécurité. Donc je passe. Et deuxièmement, quand on garde les 1600 qui peuvent rentrer dans le cadre d'un silence vaut accord, là-dedans, il y en a quelques-unes qui ont un régime dérogatoire, parce que c'est 2 mois pour tout le monde, mais certaines, il faut que ce soit 3 mois, parce que l'instruction est plus longue, d'autres 1 mois. Bref, ça c'est donc compliqué, il faut aller sur le site du gouvernement pour savoir précisément quels sont les droits. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le changement culturel que cette mesure induit. Pour les services administratifs. Pour les services, et donc dans les rapports des services à l'usager, qu'il soit particulier, qu'il soit entreprise. Avant, l'administration répondait, pas, il ne se passait rien. Donc, je ne veux pas dire qu'elle, voilà, pour elle, elle répondait quand elle avait le temps, si elle avait le temps. Désormais, si elle ne répond pas, ça crée un droit pour celui qui l'a questionné. Et donc, elle est obligée donc de se réorganiser complètement en mettant au cœur de son organisation l'usager, le rapport à l'usager et la réponse à l'usager. C'est ça qu'on veut, ça va prendre un peu de temps, mais ça va payer. Alors, j'imagine que vous préparez d'ores et déjà de nouveaux trains de mesures pour l'année 2015. Quels seront les chantiers prioritaires de ces mesures ? Si je reste sur le monde de l'entreprise, je mets de côté les particuliers pour lesquels on aura aussi des mesures importantes. Je voudrais, et je veux, qu'en avril, nous nous attaquions à 2 gros problèmes entre l'administration et les entreprises, que sont d'une part les relations entre les URSSAF et les entreprises, notamment les PME-PMI, et notamment en phase précontentieuse ou de litige, quand il y a des désaccords, et d'autre part, sur le RSI, même chose, dans l'ensemble de les relations entre les travailleurs indépendants et le RSI. Parce que ces 2 types de relations entre les administrations et les usagers, il y a plein de problèmes, ça concerne des millions d'entreprises, ça pollue la vie, le moral des petites entreprises, et bien souvent, avec un tout petit peu de médiation, avec un peu de relations plus directes, on répondrait aux problèmes. Pour le RSI, le régime social des indépendants, quelle est l'idée par exemple ? C'est de remettre à plat tout ce qui existe ou c'est de changer le fonctionnement au quotidien de tel ou tel service ? On peut imaginer une réflexion à plusieurs étages. On est en train de se poser cette question. Il y a un premier étage qui est très simple, c'est quels sont les problèmes aujourd'hui que rencontrent les indépendants avec le RSI ? Qu'est-ce qu'on fait pour que le RSI marche mieux ? Voilà. On ne change rien. Oui, ça a l'air simple formulé comme ça, mais dans les faits, voilà. Ça, c'est le premier étage. Un vaste chantier. Ce premier étage-là, ça, c'est sûr, on va le faire. Après, il y a un deuxième étage qui est plus audacieux, plus ambitieux, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions plus structurelles à engager sur la sphère sociale et les indépendants ? On n'en est pas là aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison non plus d'exclure ces pistes. Alors, puisqu'on parle des entreprises, vous aviez annoncé la mise en place d'une haute autorité ou d'une autorité indépendante censée veiller à ce que toute nouvelle mesure, tout nouveau décret n'alourdisse pas la charge administrative et réglementaire pour les entreprises. Elle devait être en place au début de l'année, ça n'est toujours pas le cas. Pourquoi ? Alors, elle est prête. Nous avons différé de quelques semaines la mise en œuvre de cette autorité parce que dans le cadre de la loi Macron, qui a commencé en fin d'année précédente, nous avons voulu expérimenter un dispositif d'analyse indépendante des études d'impact, donc très proche de ce que je veux mettre en place. Nous avons confié ce travail au commissariat général à la stratégie et à la prospective, l'équipe de Jean Pisani-Ferry, qui l'a fait. D'ailleurs, c'est très intéressant. Donc nous avons désormais une sorte de numéro 0
du fonctionnement d'une enquête indépendante sur les études d'impact. Et donc, dans les jours qui viennent, je crois que c'est dans 15 jours, nous faisons une réunion avec les équipes de Jean Pisani-Ferry pour bien caler la méthodologie et mettre en place l'instance qui sera probablement raccrochée au CGSP. Cette instance, elle sera composée de chefs d'entreprise. On parle de 9 chefs d'entreprise, c'est ça? C'est bien l'idée? Elle sera composée principalement de chefs d'entreprise. Il y aura probablement quelques personnalités qualifiées du monde de l'administration ou du monde des statisticiens, par exemple. Donc, ce sera de 9 à 12 personnes. Et elle donnera un avis indépendant sur toutes les analyses d'impact qui précèdent les textes de loi. Elle ne dira pas si la loi est bonne ou pas bonne, ça c'est pas son boulot, ça c'est le travail des parlementaires, mais en revanche, elle dira si les impacts attendus de cette loi sur la vie de chaque entreprise sont ceux qui sont prévus. C'est très important, ça va éviter les bêtises. L'idée c'est d'éviter ce qu'on a connu pour la pénibilité. Ça va éviter les textes qui ne peuvent pas s'appliquer. Voilà. Ou ça va éviter les textes quand on veut les mettre en œuvre, on se rend compte que ah zut, on n'avait pas pensé à ça. Donc ça va qualifier le process de fabrication de la loi, et en même temps, ça va permettre, en amont de l'acte législatif, d'intégrer beaucoup plus les contraintes particulières du monde économique. Alors, l'une des autres grandes missions de l'année, c'est la revue des missions de l'État, que vous avez engagée à la fin 2014. On attend, dans le courant février, je crois, un certain nombre de précisions sur le calendrier de la réforme et sa nature même. Vous y voyez plus clair aujourd'hui sur les ambitions de ce chantier? On est en train de finaliser l'ensemble des remontées des différents groupes qu'il y avait sur le terrain, donc on y voit plus clair. On voit que l'État va probablement transférer un certain nombre de ses missions aux collectivités territoriales en accord avec elles sur certaines... Vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien ce qui est en jeu, un exemple de mission de l'État qui pourrait demain être rapproché du terrain, confié... Je vous en donner plein, mais prenons par exemple ce qui se passe dans les préfectures aujourd'hui sur les questions sociales. En gros, une grosse partie de la sphère sociale a été transférée au département et pourtant, les services des préfectures font par exemple des schémas de l'enfance et de la famille, alors qu'ils ne s'occupent plus du tout d'enfance et de famille. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui, à mon avis, peut être confié en totalité au département, l'État veillant simplement à l'équité territoriale. Même chose sur le handicap. Il y a encore des croisements de compétences sur la politique en direction des handicapés entre l'État et les collectivités territoriales. Ça peut être simplifié. Plus généralement, si on rentre sur des sujets plus structurants, c'est d'ailleurs déjà évoqué par le texte de la loi NOTRe de Mme Lebranchu, il y a sûrement des relations plus étroites à nouer entre les services publics de l'emploi, de l'État, et les régions qui désormais ont la compétence économique et la compétence formation. Donc, Mme Lebranchu est en train de travailler. Voilà. La méthode, c'est ministère par ministère. Chacun aura une feuille de route pour dire là, on fait le tri, on garde ça dans notre portefeuille. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'abord, on a passé au laser l'ensemble des missions de chaque ministère, tout, au niveau central comme au niveau déconcentré. Ensuite, on a donc fait une sorte de cartographie des redondances pour les éviter, une réflexion sur qui est le plus à même de mettre en œuvre la politique. Et en effet, c'est des feuilles de route pour chacun des ministères. Tout ça d'ici fin avril. D'ici fin avril. Un mot pour conclure, Thierry Mandon, sur la réforme de l'ENA, qui est également au programme pour vous dans les mois qui viennent. Quelle est l'idée, la philosophie de cette réforme et son calendrier? Alors, la réforme, l'évolution de l'ENA s'inscrit dans une réflexion que nous avons sur le management public. Pour être simple, l'État est condamné à changer assez profondément dans les années qui viennent, sous l'impact budgétaire, mais aussi la révolution numérique. Il faut des managers du changement. Et donc, ce que nous devons produire, entre guillemets, c'est des gens qui sont très intelligents, qui sont très brillants, très experts, mais qui ont aussi la capacité d'engager, de porter, de manager, d'animer les changements. Ça n'est pas assez le cas aujourd'hui. Non, c'est pas ce type-là. Voilà, ce type-là de ressources n'est pas suffisamment travaillé dans l'administration. Donc l'évolution de l'ENA que prépare Madame Loiseau, que suit Monsieur le Premier ministre, Madame Lebranchu, moi-même, enfin toute une équipe au gouvernement, c'est de travailler plus sur les savoir-être, profil un peu différent, la capacité d'adaptation des futurs managers de l'État. Et la même chose pour ceux qui sont aujourd'hui en poste. Il va falloir faire des efforts, je crois, de soutien et de formation, entre guillemets, permanente, adaptée en permanence pour les top managers de l'État, parce que, par exemple, vis-à-vis de la révolution numérique, qui va remettre en cause complètement les façons de travailler, les hiérarchies, les rythmes, il faut armer ces cadres supérieurs par rapport à ces grands changements. Et cette réforme de l'ENA, on peut l'attendre d'ici combien de temps? C'est au Premier ministre qu'il appartient de décider, mais enfin, c'est une affaire qui sera réglée avant l'été. Elle sera engagée avant l'été? Elle s'appliquera pour la prochaine... Elle devrait s'appliquer pour la prochaine promotion. Merci beaucoup Thierry Mandon. À bientôt.